Très bien, nous avons des nouvelles de dernière minute en provenance du Royaume-Uni et de la famille royale. Récemment, une nouvelle vague de signaux alarmants émanant du cœur de la monarchie britannique a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique. Face à l'apparence de plus en plus fragile du roi Charles et à son air visiblement épuisé, des discussions tendues auraient éclaté à Buckingham Palace concernant l'avenir du trône. Les noms du prince William et de la princesse Catherine ont soudainement fait surface comme possibles successeurs anticipés susceptibles de bouleverser profondément l'ordre royal. Or, en cette période particulièrement délicate, la reine Camilla se retrouve au centre d'une intense tempête de spéculation. De multiples fuites indiquent qu'elle est loin d'être disposée à être écartée des cercles du pouvoir. Derrière son calme apparent, des sources affirment qu'une contre-offensive silencieuse mais farouchement déterminée pourrait se cacher. Alors que des rumeurs diffamatoires continuent de circuler au sujet de William et Catherine, tous les regards se tournent désormais vers la princesse Anne, la dame de fer de la famille royale, qui a toujours gardé le silence mais n'est jamais restée inactive lors de la crise la plus profonde qu'ait connue la monarchie. Camilla se bat-elle désespérément pour conserver ses derniers vestiges d'influence? Ou bien est-elle en réalité la véritable instigatrice des attaques secrètes visant William et Catherine Anne? Sera-t-elle celle qui révélera tout pour sauver la monarchie? Ou bien prépare-t-elle elle-même un secret explosif qui pourrait ébranler le palais jusque dans ses fondements? Sous les coupoles ancestrales du palais de Buckingham, un silence pesant et oppressant régnait ces jours-ci. Après une année 2025 tumultueuse, marquée par un emploi du temps surchargé de voyages à l'étranger et de cérémonies commémoratives traditionnelles, la santé du roi Charles III, monarque qui s'était toujours efforcé de projeter une image d'endurance, avait finalement atteint son point de rupture. Le roi Charles III, qui avait passé sa vie entière à attendre le moment où il pourrait servir le royaume, se retrouvait désormais confronté à son pire ennemi, le temps et la fragilité de son propre corps. Au cours des 3 années écoulées depuis son couronnement officiel, il avait tenté de moderniser la monarchie, mais les séquelles persistantes de ses problèmes de santé et l'immense charge de travail l'avaient épuisé. Chacun de ses pas n'était plus un symbole d'autorité royale, mais un effort monumental contre une douleur lancinante et constante. Assis en face de lui, dans le bureau baigné par la douce lumière dorée de fin d'après-midi, se trouvait le prince William. William n'était plus le jeune prince plein d'entrain de la décennie précédente. Il affichait le calme et la sérénité d'un homme prêt à assumer la plus grande responsabilité qui soit. Ces dernières années, la relation entre le père et le fils avait évolué, passant d'une simple affection familiale à une alliance politique indéfectible. William comprenait que chaque respiration laborieuse de son père sonnait le glas de l'inévitable transition. Cette réunion à huis clos était dépourvue du tintement des verres, seulement troublée par le bruissement des documents tournés. Les principaux conseillers du conseil privé stratège, à l'origine de la survie de la dynastie, commencèrent à présenter des chiffres et des graphiques illustrant la chute brutale de la confiance du public si le trône continuait de faire preuve d'une telle faiblesse. Une proposition audacieuse, mais nécessaire, fut avancé un plan de transition anticipé qui placerait William et Catherine sur le trône, insufflant une nouvelle vitalité à la nation. Le silence enveloppa le roi Charles. Son regard se perdit dans le portrait de la défunte reine. Ses mains frêles étaient serrées l'une contre l'autre pour dissimuler leur tremblement. Il comprenait la cruauté de la réalité, que la couronne était un fardeau que ses épaules ne pouvaient plus porter avec une force inébranlable. Pourtant, l'atmosphère pesante fut soudain déchirée par une voix perçante et résolue, empreinte d'une détermination extrême. La reine Camilla, qui se tenait aux côtés du trône non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que stratège aguerrie, prit la parole. Elle avait traversé d'innombrables tempêtes médiatiques aux côtés de Charles pour parvenir à cette position et elle n'était pas prête à voir tout s'achever si brutalement. Camilla ne regarda pas les conseillers, son regard rivé sur William le beau-fils, qu'elle avait toujours traité avec un respect attentif, mais qu'elle n'avait jamais vraiment compris. À ses yeux, l'accession précoce de William et Catherine au trône n'était pas une simple passation de pouvoir. C'était un reniement de son époque. Si Charles abdiquait, son statut deviendrait instantanément celui de reine-mère. Un titre honorifique certes, mais synonyme d'isolement et de perte d'influence directe sur les décisions royales.
D'un ton calme, empreint d'une autorité incontestable, elle argumenta, affirmant que modifier l'ordre de succession à ce moment précis serait une trahison de la stabilité que le roi avait si laborieusement bâtie. Elle brandit des mots comme tradition, loyauté et précipitation dangereuse pour ériger un rempart entre la volonté des conseillers et la dure réalité. Son regard parcourut le visage fatigué de son mari, non avec la tendresse d'une épouse, mais avec le froid calcul de celle qui défend son dernier bastion. William resta immobile. Il sentait la confrontation silencieuse mais féroce de sa belle-mère. Il ne protesta pas car il savait que dans ce palais, les véritables batailles ne se menaient jamais à voix haute, mais par des regards éloquents et des silences pesants. La réunion s'acheva sans décision officielle, laissant les conseillers dans un flou de malaise. Tandis que les autres s'en allaient, Buckingham Palace sombra dans les ténèbres du crépuscule. Camilla regagna ses appartements privés, une pièce donnant sur la vaste cour du palais où les gardes accomplissaient encore immuablement la relève de la garde. Elle se tenait près de la fenêtre, la lumière de la lampe projetant de vifs contrastes d'ombre et de lumière sur son visage. La peur d'un avenir oublié de perdre l'influence qu'elle avait mis des décennies à cultiver la submergea plus fortement que jamais. Elle tendit la main et effleura la vitre froide, le regard fixé sur l'aile où résidaient Guillaume et Catherine de l'autre côté du palais. Une nouvelle ère était sur le point de s'ouvrir et elle se sentait comme les remparts d'une forteresse vieillissante tentant de contenir un raz-de-marée. « Je ne laisserai pas tout m'échapper si facilement », murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le silence absolu. Pourtant, ses yeux brûlaient d'une détermination glaçante et terrifiante. Derrière le trône, l'ombre de complot calculé commençait à planer, annonçant une guerre secrète qui menaçait de déchirer la fragile illusion de paix au sein de la famille royale britannique. La lumière matinale de Londres ne parvenait pas à percer les lourds rideaux de velours du cabinet de travail de la reine Camilla. Dans cette pièce imprégnée du parfum du santal et du vieux papier, elle commença à jouer les premiers tours de l'échiquier du pouvoir qu'elle avait discrètement mis en place. Camilla savait que pour freiner l'ascension de William et Catherine, elle ne pouvait se permettre la force brute. Elle allait plutôt tisser une toile complexe d'alliances entremêlées et de subtiles manipulations psychologiques. Elle commença par des thés discrets l'après-midi, invitant les conseillers les plus anciens et les plus fidèles de la maison royale. Lors de ces rencontres, Camilla ne critiquait jamais ouvertement William. Elle posait plutôt des questions soigneusement élaborées qui semaient le doute avec une habileté exquise. Elle évoquait fréquemment les petites erreurs passées du jeune prince ou laissait transparaître une certaine gravité lorsqu'elle mentionnait le manque d'expérience de Catherine dans la gestion des crises diplomatiques complexes. Son regard était toujours empreint d'une préoccupation feinte. Cela incita son entourage à considérer que confier le pouvoir à la jeune génération à ce moment précis était un pari risqué. Ses actions étaient d'une méticulosité digne d'une brodeuse de talent. Elle offrait de petits présents et adressait de courts billets manuscrits chargés de sous-entendus aux membres influents de l'aristocratie britannique. Elle a semé en eux la crainte d'un changement trop brutal d'un nouveau règne qui risquerait de balayer les privilèges traditionnels dont ils avaient longtemps bénéficié. Peu à peu, une faction de conseillers qui avaient hésité face à la santé déclinante du roi Charles commença à se rallier à la stabilité que représentait désormais Camilla. Cependant, les ambitions de Camilla dépassaient largement les murs du palais. Elle ne comprenait que trop bien le pouvoir brutal des médias modernes. Dans un coin sombre d'un bar huppé de Mayfair, une réunion secrète eut lieu entre son représentant le plus fidèle et une équipe d'experts en gestion de crise des forces spéciales. Camilla ne s'est pas présentée en personne, mais ses instructions ont été clairement transmises par une liasse de documents. Le plan qu'ils avaient élaboré était d'une froideur implacable, une campagne de diffamation systématique visant directement l'image de couple parfait que formaient William et Catherine. Non pas par des insultes grossières, mais par des articles analytiques en apparence objectifs qui soulevaient des questions quant à la capacité psychologique de William à accéder au trône. L'équipe commença à exploiter les moments où William paraissait irritable ou fatigué devant les caméras, les présentant comme la preuve de son manque de sang-froid, qualité pourtant indispensable à un monarque. L'état d'esprit de Camilla durant cette période oscillait entre exaltation et angoisse extrême.
Chaque fois qu'elle voyait paraître les premiers articles aux titres ambigus sur la capacité de la prochaine génération à assumer le pouvoir, un frisson la parcourait. Elle arpentait les couloirs du palais avec un calme inhabituel. Pourtant, ses mains crispaient souvent le tissu de ses robes, signe révélateur de la tension dissimulée sous le masque impeccable qu'elle arborait devant son époux de plus en plus fragile. Elle observait fréquemment William de loin, à travers les fenêtres du palais, le regardant toujours absorbé par ses rapports totalement inconscients de la tempête qui se préparait. Camilla esquissa un sourire froid. Pour elle, c'était une lutte pour la survie. Chaque rumeur lancée, chaque grain de doute semé était une brique de plus dans le mur qui empêchait William d'accéder à la couronne. À la tombée de la nuit, Camilla s'assit devant son miroir, ôtant un à un ses lourds bijoux. Dans le reflet, son visage n'affichait plus sa douceur habituelle, mais seulement la froideur tranchante d'une femme qui tenait entre ses mains les fils inextricables d'une dynastie entière. Les premières rumeurs malveillantes commençaient déjà à fleurir sur les forums et dans les tabloïds, annonçant une tempête médiatique imminente qui menaçait d'engloutir l'image radieuse du futur roi. Le ciel londonien avait pris une teinte plombée et grise, reflétant l'atmosphère suffocante qui enveloppait le palais de Kensington. Ce qui avait commencé par quelques rumeurs éparses sur les réseaux sociaux s'était transformé en une véritable tempête médiatique, relayée aussi bien par la presse à sensation que par la presse de référence. Les questions acerbes sur les compétences de William et Catherine déferlaient sans relâche. Le moindre geste de William était disséqué. Son calme silencieux fut interprété comme une hésitation maladroite, tandis que la nature réservée de Catherine fut citée comme la preuve qu'elle manquait de courage pour affronter les bouleversements politiques du pays. Debout dans son bureau privé, William fixait silencieusement l'écran de l'ordinateur tandis que les alertes d'actualité clignotaient sans cesse. Ses doigts tapotaient régulièrement le bureau en chaîne, une habitude qui ressurgissait chaque fois qu'il luttait pour contenir la fureur qui bouillonnait en lui. Il sentait clairement une main invisible façonner l'opinion publique, réduisant son travail acharné à de simples chiffres dénués de sens. L'esprit du prince était un mélange tumultueux de déception et d'incrédulité. Il se demandait comment les détails de ses séances d'entraînement privé avaient pu être si habilement déformés pour alimenter ses articles diffamatoires. Le doute s'insinua dans ses pensées. Non pas un doute sur lui-même, mais une suspicion envers ceux qui évoluaient au sein du palais. Pendant ce temps, la reine Camilla conservait un calme tout à fait étonnant. Elle apparaissait aux événements publics avec un sourire bienveillant, s'arrêtant parfois pour réconforter les citoyens inquiets pour la santé du roi. Ses gestes à la fois légers et méticuleusement calculés dissimulaient une profonde tristesse sous le poids des responsabilités royales, comme si elle portait seule le poids de la monarchie, tandis que les héritiers présomptifs étaient confrontés à une attention publique grandissante. Ce calme apparent de Camilla était une manœuvre psychologique habile, accentuant le contraste entre une reine magnifique et un couple controversé aux yeux du public. Le tournant survint en fin d'après-midi lorsque la princesse Anne, réputée pour être la membre la plus travailleuse de la famille royale, alla trouver William. Anne incarnait la discipline et une loyauté indéfectible envers la couronne. Elle entra dans la pièce d'un pas décidé, son regard perçant témoin de chaque instant de pluie se posant sur son neveu. Sans un mot de trop, elle déposa sur la table un rapport concis détaillant des transferts de fonds inhabituels provenant d'une fiducie non officielle liée au service auxiliaire de la reine. La présence d'Anne était chargée d'une tension palpable mêlant urgence et gravité. Elle ne parlait pas d'affection mais de faits bruts, des réunions secrètes entre l'équipe de Camilla et des manias des médias d'extrême droite. Son regard brûlait de l'indignation de celle qui ne pouvait tolérer que l'ambition personnelle prime sur les intérêts de la monarchie. Elle désigna silencieusement des noms et des dates qui correspondaient précisément à la vague d'articles négatifs. Une clarté fulgurante s'alluma soudain dans l'esprit de William. Le soupçon qui l'habitait auparavant se cristallisa alors en un objectif précis. Il regarda par la fenêtre où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, estompant les contours majestueux du palais. William n'était plus un fils victime d'injustice. Il était devenu un dirigeant confronté à sa première véritable épreuve, la trahison. William se tourna vers Anne, son regard se durcissant sous l'effet d'une détermination d'acier. Une enquête secrète fut officiellement lancée au cœur même du palais, où chaque mur semblait abriter des oreilles,
et où chaque ombre pouvait être un ennemi. Si quelqu'un est derrière tout cela, nous le trouverons. Sa déclaration silencieuse résonna comme un serment annonçant l'effondrement d'une sombre alliance et le début d'une quête dramatique pour la vérité. Le silence qui régnait dans les couloirs du palais de Kensington n'était plus aussi calme qu'à l'accoutumée. Il était désormais imprégné de la tension d'une chasse silencieuse. William commençait ses journées avec une concentration presque féroce. Guidé par la princesse Anne et son vaste réseau de renseignements, il entreprit de démanteler le système médiatique dont il était victime. Chacun de ses gestes était empreint de prudence, tel un sapeur dissipant les doutes dans l'obscurité où le moindre faux pas pouvait anéantir sa réputation avant même que la vérité n'ait eu le temps d'éclater. Les actions de Williams devinrent plus froides et plus déterminées. Il passa des heures dans le bureau sécurisé à recouper les relevés financiers et les registres d'entrée du palais. Grâce aux relations de confiance d'Anne au sein des services de sécurité royaux, ils découvrirent une vérité choquante. Un petit groupe de chargés de communication officiellement rattachés au cabinet de la reine Camilla tenait régulièrement des réunions officieuses avec des rédacteurs de tabloïds dans des lieux hors du contrôle du palais. Durant cette période, les émotions de William passèrent d'une profonde déception à un calme glacial. Les gros titres diffamatoires ne le blessaient plus. Il les considérait désormais comme des indices. Chaque article malveillant devenait une piste menant au cerveau de l'opération. Les derniers vestiges de respect qu'il éprouvait pour sa belle-mère s'étaient effondrés, remplacés par le dégoût de sa volonté d'exploiter son père. La santé déclinante du roi Charles n'était pour elle qu'un prétexte pour assouvir son ambition personnelle. Du côté de Camilla, l'instinct d'une femme ayant passé sa vie à survivre dans les eaux troubles de la famille royale commença à tirer la sonnette d'alarme. Elle remarqua un changement dans l'attitude de Williams, non pas une colère explosive, mais une indifférence menaçante. Elle sentait le regard scrutateur de l'équipe de sécurité d'Anne. En réponse, Camilla intensifia la pression. Elle ordonna à son équipe de communication secrète de lancer une ultime vague d'attaques, insistant sur le fait que le roi Charles était parfaitement lucide et que toute tentative de changement serait un acte de trahison filiale. Elle effaça méticuleusement toute trace numérique, détruisit les manuscrits et ordonna à ses subordonnés de garder un silence absolu. Pourtant, la persévérance de Williams finit par payer dans un modeste appartement de la banlieue londonienne. Un jeune attaché de presse qui avait personnellement rédigé nombre de ces articles diffamatoires commença à craquer sous la pression des enquêteurs d'Anne. La peur d'être emprisonné pour trahison et spoliation de la couronne l'emportait sur sa loyauté envers Camilla. Dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre, l'homme tremblait en remettant un disque dur contenant des enregistrements d'appels téléphoniques et des courriels directs provenant du bureau de la reine Camilla. Lorsque William tint entre ses mains le dossier de preuves irréfutables, le texte noir sur papier blanc perça le brouillard de mensonges comme des lames acérées. Il resta immobile près de son bureau, tandis que le pâle clair de lune filtrait par la fenêtre, illuminant le visage résolu du futur roi. La rage qui l'habitait ne se manifestait plus à l'extérieur. Elle s'enfonçait profondément, se cristallisant en une force froide et inflexible. William serrait fermement les documents, le regard fixé sur l'obscurité des jardins du palais avec une détermination inébranlable. La vérité était désormais entre ses mains et le moment était venu de faire éclater au grand jour cette guerre qui se déroulait dans l'ombre. La révélation imminente de la vérité n'était plus une simple pensée. C'était un verdict qu'il était prêt à prononcer devant le conseil le plus puissant du royaume. L'atmosphère dans la salle du conseil royal consultatif du palais de Buckingham était si pesante qu'une simple inspiration aurait pu faire trembler les murs tapissés de portraits des monarques passés. Les conseillers hommes politiques chevronnés et membres les plus éminents de la famille royale étaient assis autour de la longue table en acajou, tous les visages figés par une tension extrême. Au centre de l'attention se tenait William. Il restait droit, son expression aussi impassible que le granit, les mains posées délicatement sur un dossier relié de cuir noir, la preuve qui allait mettre fin à la longue illusion de paix. À ses côtés, la princesse Anne conservait un calme terrifiant. Elle n'avait besoin d'aucun mot. Sa seule présence, tel un pilier d'acier, garantissait l'authenticité de ce qui allait être révélé. En face d'eux, la reine Camilla, assise dans son élégante posture habituelle, serrait si fort son petit sac à main que ses jointures blanchissaient.
Elle s'efforçait de garder le visage parfaitement immobile, les yeux fixés dans le vide. Pourtant, sa respiration accélérée trahissait le calme qu'elle tentait d'afficher. William prit la parole d'une voix grave et profonde, empreinte d'une autorité solennelle. Chaque page qu'il tournait était un coup de poignard porté à la toile de mensonges si soigneusement tissée par Camilla. Des graphiques financiers révélaient des flux de trésorerie opaques, des copies d'emails cryptés et des enregistrements audio d'une clarté cristalline de ses plus proches collaborateurs négociant avec les médias. William ne laissa transparaître aucune émotion. Il laissa la vérité parler d'elle-même. À chaque preuve présentée, les conseillers échangeaient des regards emplis de choc et d'indignation. Ils avaient peine à croire que, pendant que le roi Charles luttait contre la maladie, sa propre femme avait orchestré une campagne pour éliminer son successeur désigné. Acculée, Camilla commença à perdre son sang-froid. Ses dénégations initiales ne reflétaient plus l'assurance d'une reine, mais la résistance désespérée d'une femme voyant son empire s'effondrer. Elle tenta de plaider le malentendu, affirmant que ses actions n'avaient eu pour seul but que de protéger le roi des pressions d'une transition de pouvoir prématurée. Elle brossait un tableau d'une stabilité illusoire, cherchant à rallier à sa cause les conseillers vieillissants. Pourtant, lorsqu'elle posait les yeux sur William, une haine indéniable les consumait. Une révélation crue de l'ambition qu'elle avait longtemps dissimulée derrière un masque de bienveillance. Le moment décisif survint lorsque William présenta un échange de messages directs dans lequel Camilla donnait explicitement instruction à son équipe de communication d'exploiter sans pitié ses blessures psychologiques passées pour saper sa capacité à diriger. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Il ne s'agissait plus d'une simple lutte de pouvoir politique. C'était une trahison brutale à la fois familiale et morale. Les conseillers, qui avaient toujours vénéré la stabilité et l'honneur royaux, ne pouvaient plus dissimuler leur mépris. Le conseiller le plus ancien qui avait servi 3 monarques se leva lentement. Son geste signifiait que la décision était définitive. Il ne regarda pas Camilla. Au lieu de cela, il fixa William droit dans les yeux et lui adressa un léger signe de tête, comme pour exprimer son approbation. Le conseil se détourna d'elle sans un bruit. Pourtant, ce fut un acte sans équivoque. Ils commencèrent à rassembler leurs papiers. Les yeux qui jadis témoignaient du respect à Camilla n'exprimaient plus qu'un froid rejet. Camilla était assise seule au milieu des chaises qui se vidaient, tandis que les conseillers s'approchaient un à un de William. Le lustre projetait une lumière glaciale, étirant son ombre longue et sombre sur le sol de marbre. La vérité avait non seulement éclaté, mais elle était devenue une condamnation à mort politique irrévocable. Dans le silence étrange de la salle du conseil, Camilla comprit qu'elle avait perdu non seulement son pouvoir, mais aussi sa place définitive dans l'histoire de la monarchie. Entre les murs de pierre du château de Windsor, un changement historique se déroulait dans un silence si profond qu'il engourdissait les sens. Les derniers espoirs de Camilla pour sauver sa position s'évanouirent dès que le rapport officiel du conseil consultatif parvint entre les mains du roi. Les conseillers les plus conservateurs, autrefois ces discrets soutiens se joignirent à la lutte, formant un front uni qui exigeait une transparence totale et une passation de pouvoir immédiate et sans appel. La pression des instances gouvernementales et l'indignation grandissante au sein du cercle royal créèrent un étau de fer qui se resserra inexorablement autour de celle qui avait jadis cru maîtriser la situation. Camilla assombrait dans un effondrement total. Pourtant, ce n'était pas l'effondrement d'une victime, mais l'épuisement d'une joueuse qui avait tout perdu dans un ultime pari désespéré. Elle passait ses journées enfermée dans des pièces obscures où même les pas de ses derniers serviteurs se faisaient rares et prudents. Son regard jadis perçant s'était terni, fixant d'un œil vide les antiquités inestimables qui avaient symbolisé son pouvoir. Désormais de simples ornements sans vie dans un tombeau somptueux. L'isolement la pesait terriblement lorsqu'elle comprit que ses appels restaient sans réponse et que ses anciens alliés s'efforçaient frénétiquement d'effacer toute trace de leur lien avec elle afin de sauver leur propre carrière. Le châtiment final ne fut pas un décret public retentissant, mais une froide rencontre privée entre Camilla et la princesse Anne. Anne, incarnation de l'ordre et de l'honneur dynastique, présenta des conditions non négociables.
Elle exigea que Camilla se retire immédiatement de tous les centres de pouvoir, se retire dans une résidence isolée et limite drastiquement ses apparitions publiques. C'était un exil enveloppé d'une dignité factice, une mise à l'écart progressive du cours de l'histoire conçue pour préserver ce qui restait de l'image de la monarchie. Le regard d'Anne posé sur Camilla ne trahissait aucun triomphe, seulement une froide détermination chirurgicale, le même détachement qu'on éprouve à amputer un membre gangrené pour sauver le corps. Tandis que les ténèbres enveloppaient Camilla, une ère nouvelle s'annonçait de l'autre côté du palais. Guillaume et Catherine firent leur apparition dans le hall principal, se préparant à s'adresser directement à la nation. Guillaume, vêtu de son uniforme de cérémonie, se tenait droit, ses larges épaules portant le poids d'un peuple en quête désespérée de stabilité. Catherine demeura à ses côtés gracieuse et inébranlable. Son calme face à la tempête médiatique était devenu le symbole de la force tranquille attendue d'une future reine. Leurs esprits n'étaient pas emplis de l'ivresse de la victoire, mais d'un profond soulagement mêlé à une lourde responsabilité. Ils savaient que les fractures familiales engendrées pour parvenir à ce moment ne se guériraient jamais complètement. Les grandes portes du palais s'ouvrirent. Une vague de flashs et les clameurs de la foule en attente déferlèrent à l'intérieur comme une marée déferlante. William prit la main de Catherine et la serra fermement. Un serment silencieux plus fort que n'importe quel mot. Tandis qu'il s'avançait sur le balcon, la lumière éclatante du soleil londonien de l'après-midi inondait la couronne et les rangées de médailles baignant la scène d'une splendeur incomparable. Derrière eux, dans les couloirs profonds et obscurs où la lumière ne pouvait pénétrer, la silhouette de Camilla s'estompa et finit par disparaître derrière des portes qui se refermaient. Une ère de complot et d'obscurité s'était officiellement achevée, laissant place à l'avènement d'un nouveau règne, où la confiance et l'honneur primaient sur l'ambition personnelle. Les cloches de l'abbaye de Westminster sonnèrent joyeusement, marquant le moment où William et Catherine devinrent véritablement l'âme du royaume et ouvrirent un nouveau chapitre prometteur dans l'histoire de la famille royale britannique. Après avoir lu cette histoire, pensez-vous que la décision prise par la princesse Anne et le prince William était une protection nécessaire pour le trône, ou une punition excessive envers la reine Camilla? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'adorer.